réjouis, je vais parler d'un de mes auteurs préférés, Albert Camus, et de son œuvre, La mort heureuse, pour la première fois sur scène, une première mondiale, et ça a lieu chez nous, au Théâtre de Maran à Nyon. Rendez-vous les 14 et 15 février. On vous parle de cet auteur avec le comédien et le metteur en scène. Ils seront avec nous sur le plateau. Vous le verrez, deux personnalités aussi. On vous pose juste ici. Eh bien, fais voir ta région. C'est parti. C'est jeudi, c'est culture et on s'amuse. Aujourd'hui, je vous parle d'une pièce, d'un roman que je me réjouis de voir sur scène. La mort heureuse, le tout premier roman d'Albert Camus, écrit à tout juste 23 ans, après L'étranger. Aujourd'hui, on vous en parle avec le comédien et le metteur en scène. Une pièce à voir au Théâtre de Maran les 14 et 15 février. L'affiche est là, elle est belle. Et j'ai le plaisir de recevoir tout de suite nos invités sur le plateau. Bonjour messieurs, bienvenue. Venez seulement. Bonjour Andrea. Quel plaisir. Enchanté. 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 Le fauteuil est pour vous, Merci. juste là. Avec moi, Richard Samel, comédien, Stéphane-Olivier Bisson, metteur en scène de cette pièce, La mort heureuse. Un honneur de vous avoir déjà. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de vous, de votre histoire, de votre rapport avec Camus, avec cette pièce. Vous dites, Richard Samel, la première fois que j'ai lu ce récit, La mort heureuse, il m'a obsédé, il m'a travaillé, il m'a touché au fond des tripes. Pourquoi ? Ce n'est pas tout à fait la première fois qu'il m'a obsédé. Ce qui m'a intrigué d'abord, que je le trouvais assez normal ou banal, ce texte. Et ce qui m'a intrigué, qu'il m'a depuis plus du tout lâché. Et au fur et à mesure que je m'interrogeais pourquoi, il commençait à m'obséder, ce texte. Donc ça arrivait comme une lente vague qui montait en volume de plus en plus. Et pour moi, ça tenait au fait qu'il pose des questions existentielles ou métaphysiques presque que je me pose moi-même et que je vois que tout le monde se pose, ou à un moment donné avoue qu'il aimerait se poser, à savoir pourquoi on est là, qu'est-ce que je fais ici avec cette vie, comment obtenir le bonheur, pourquoi je souffre, est-ce que c'est le prix à payer pour, comment faire la chose juste, toutes les questions de morale, éthique, de bonheur, de malheur, de vie, de mort. C'est un peu pour moi un contemporain de Beckett, mais d'une manière poétique. Voilà qui est si joliment dit. La mort heureuse, on regarde un extrait. L'été me coupe la respiration. Ma mère est morte, à 56 ans. Belle. J'en suis sûr. Cet homme a couché avec Marthe. Vous aimez les femmes? Lorsqu'elles sont belles. C'est ce que je voulais dire. Mais je vois son regard s'emplir de larmes. C'est moi qui ferme les yeux. Après, je suis rentré chez moi et j'ai dormi toute une après-midi. La voûte est parfaitement obscure. Stéphane, c'est à vous que l'on doit cette mise en scène. Oui. Qu'est-ce que vous avez cherché de travailler, d'explorer avec cette matière et ce texte ? C'est en préparant Caligula, que j'ai mis en scène en 2011 avec Bruno Puzzulu, que j'ai découvert La mort heureuse. C'est un texte qui est complètement négligé, qui est très peu lu. Il est bêtement considéré comme étant le brouillon de l'étranger, ce qui est complètement faux au regard de la fable que ça raconte. Il se trouve que Camus a choisi pour nom de son personnage principal Meursault au lieu de Meursault pour l'étranger, donc à une lettre près. Ça a découragé beaucoup de gens de le lire. Il n'a pas été publié du temps du vivant de Camus, c'est la veuve Francine, la veuve de Camus, qui l'a publié en 1971. En préparant Caligula, je suis tombé sur ce texte et j'ai été impressionné par la puissance d'évocation quasi cinématographique du récit, une incroyable puissance sensuelle. Je trouve qu'il a une écriture plus sensuelle que n'importe quel auteur.
Et comme j'ai un petit côté redresseur de tort, je me disais, il faut rendre justice à ce texte qui est négligé pour des mauvaises raisons. Et donc je m'étais promis de le faire surgir de nouveau. Après, il y a une fable contemporaine qui m'importe beaucoup, c'est-à-dire que l'argent est considéré comme, dans ce récit comme un dieu antique qui règle tout, comme si l'argent pouvait voilà, être la solution à tout. Ça a été un des axes, et puis la maladie. Donc l'argent et la maladie sont quand même deux thèmes éternels, mais aussi contemporains, et qui m'ont voilà, poussé à m'intéresser à ce texte. Ouais, des thèmes chers à Camus aussi. Plein de choses intéressantes que vous avez dites. Revenons déjà sur l'aspect cinématographique. Richard Sammel, qui vous a donc rejoint sur ce projet, c'était quelque part la personne idéale. Sa biographie, son histoire à Richard est vouée au cinéma. Oui. Qu'est-ce qu'il apporte à cette façon d'apporter le texte, le côté cinématographique aussi de par sa carrière, mais qu'est-ce qu'il a apporté de plus à cette pièce? Alors, le rêve de théâtre qu'on a fait tous les deux, c'est qu'on voulait transporter le même spectacle avec le même acteur en changeant de langue et en proposant le spectacle dans la langue du pays d'accueil. Ce qui fait qu'on fera le spectacle, là il est créé en français, en avril on le créera en allemand, ensuite il sera créé en anglais pour Canada, États-Unis, Irlande, Angleterre, et ensuite on fera une version italienne. C'est un challenge, non? Permettez-moi, parce monstrueux. Que du coup, c'est monstrueux. Changer la langue de Camus dans une autre langue, on a l'impression qu'on va perdre peut-être en authenticité quelque chose? Je crois pas. Non, pas forcément. Non, je crois pas. La difficulté et le miracle, c'était de trouver un acteur capable de le faire. Et pour le coup, il en est extrêmement capable, puisqu'il a traversé tous ces pays, il y a vécu, il y travaille. Enfin voilà, je ne vais pas parler à ta place. Ouais, Richard, vous êtes ce miracle, mais quand on dit que vous êtes l'acteur fétiche de Tarantino, rien que ça, aujourd'hui d'incarner ce Camus, quel aspect de Camus vous souhaitez apporter sur scène? Quel miracle vous souhaitez revivre au travers ça? Déjà, l'acteur fétiche de Tarantino, je pense qu'il y en a d'autres, bien avant moi. Je n'ai pas travaillé tant que ça avec Tarantino, juste dans un film. Qu'est-ce que j'apporte ou qu'est-ce que Camus m'apporte? C'était ça la question? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter au personnage de Camus? En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la transparence visuelle et émotionnelle de ce qui se passe à l'intérieur de moi émotionnellement quand je lis le texte. Et c'est quoi? Racontez-nous. Tu sais, excusez-moi, vous savez que quand vous lisez quelque chose ou quand quelque chose vous prend aux tripes, ça se traduit par une forte émotionnalité. Vous ne savez pas tout à fait où ça se situe, parce que ça peut à la fois vous submerger et vous pleurer, et ces pleurs peuvent être à la fois douloureuses et à la fois sublimes. Quand vous assistez à quelque chose qui est transcendant, par quelque chose que vous avez... il vous semble que vous ayez compris quelque chose, il vous semble que quelqu'un a les mots justes pour définir quelque chose pour lesquels il vous manque les mots. Camus, c'est un peu ça. Il a un langage tellement simple, et dans ce sens-là, il est un peu, pour moi, comme Tchekhov, un langage extrêmement simple, or avec une profondeur que vous ne soupçonnez pas au premier abord. Et donc, quand vous laissez ce texte vous traverser, je suis extrêmement ébranlé. Et cette chose-là, je veux le traduire en langage théâtral, visuel, pour être capable, un tant soit peu, de l'apporter aux spectateurs. C'est ça qui m'intéresse. La mort heureuse, en image encore une fois. C'est le vieux cimetière juif de Prague. Il y a 4 jours que je suis à Prague. La tête du mort baigne dans du sang. J'aime ces longues nuits. Dresde, Bautzen. Je suis à Vienne. Vienne est une ville rafraîchissante. Il n'y a rien à visiter.
Ce soir, je retourne au dancing. Un petit côté Charlie Chaplin qu'on connaissait peut-être pas à Camus, là dans la mise en scène, dans la chorégraphie. Oui, enfin, Charlie Chaplin, si c'est synonyme de gaieté et d'aspect comique et jouissif, je dirais oui. Parce que c'est un peu ce qu'on a découvert. Il y a le sous-jacent des textes de Camus qui entre d'abord dans un vécu extrêmement puissant. Et ça, la profondeur d'émotion se traduit généralement par un sérieux ou par une tristesse ou par une nostalgie. Et on découvre chez Camus le contraire, une joie de vivre débordante, un sens de l'humour, une ironie de soi, quelque chose que je n'ai pas vu. Et d'ailleurs, le texte de Camus me fait apprendre, il m'éduque en fait. On a, par exemple, pendant les répétitions, vraiment compris que moi, j'ai tendance de me victimiser. Quand quelque chose de grave m'arrive, donc je souffre et j'exprime la souffrance en tant que comédien aussi. Et Stéphane m'a toujours fait le garde-fou de non, 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 pas de, non, non, c'est joyeux, c'est joyeux. Même la souffrance est joyeuse, parce que c'est la preuve qu'on est vivant. C'est intéressant cette manière de travailler. J'ai l'impression qu'il y a presque un côté psychologique. On va travailler les émotions et ce qu'on ressent, ce qu'on est véritablement pour être sur scène. Oui. Alors, ce qui est pratique, c'est d'avoir un acteur qui a autant de profondeur émotionnelle que Richard, ce qui n'est pas toujours le cas. Après, ce qui était intéressant là, sur contrer l'émotion qui paraît naturelle, c'est qu'en fait, ça a un rapport avec l'histoire elle-même du roman, c'est que ce type Meursault, donc, a une vie qui tourne à vide. Il a un boulot qui tourne à vide, il a une sexualité qui tourne à vide, il a des histoires vaguement sentimentales qui tournent à vide. Et il se dit, si j'avais de l'argent, nom de Dieu, ce serait tellement différent. Il rencontre un escroc qui a amassé une fortune colossale, mais qui ne peut pas en jouir, parce qu'il s'est fait renverser par un camion, il a les jambes coupées, voilà. Et il n'a pas le courage de se suicider. Donc il y a un deal qui est passé avec Meursault, et il propose l'impunité, donc de le tuer, il lui arrivera rien, et en échange, il a sa fortune. À partir de là, il récupère cet argent-là, et il commence à voyager, etc. Sauf qu'à partir de ce meurtre, une étrange fièvre le prend. Et cette fièvre, on peut la rapprocher de la fièvre qui avait gagné Camus depuis ses 17 ans, où on diagnostique sa tuberculose. Et à l'époque où Camus écrit La mort heureuse, il a 23 ans, il sait que sa vie sera brève. Il n'y avait pas encore de remède à la tuberculose. Ça a été la question. Est-ce que cette œuvre est une autobiographie ou non? Il y a énormément de charges autobiographiques. C'est pour moi le journal à la fois romancé et autobiographique d'un jeune condamné à mort qu'est Camus. Et pour revenir à votre question sur cette histoire de joie, comment on contredit la joie, parce qu'il aboutit en fait, c'est la mort et la maladie qui vont l'amener doucement à une réconciliation avec le sens de l'existence. C'est pour ça qu'il y a une antinomie géniale dans le titre, La mort heureuse. Alors, parfois, quand on dit le titre, les gens se concentrent sur la mort, alors qu'en fait, c'est l'antinomie qui est démente. Et ce qu'on a découvert avec Richard, ce que disait Richard tout à l'heure, c'est l'humour noir, ravageur que Camus a, et qu'il avait d'ailleurs dans la vie. C'est un type qui adorait faire des blagues. Et c'est sa force, parce qu'il a ce côté soleil, ce côté obscur, cette mort, cette joie de vivre en lui, cet amour pour sa mère, le fait de détester aussi peut-être tous les êtres humains, mais de les aimer aussi parce que tout est beauté. Oui. Ça, c'est ce qui touche aussi, et c'est peut-être cette universalité qu'on y trouve tous. Oui. J'aimerais revenir au texte, parce que vous connaissez bien Camus, Stéphane, aussi au travers de Catherine Camus, qui est la fille légataire aujourd'hui de toutes les œuvres de Camus. Vous entretenez une relation étroite avec elle qui vous permet aujourd'hui, vous dites, une très grande liberté, où vous pouvez jouer, travailler cette matière vivante du texte. Mais comment on fait en tant que metteur en scène? Parce qu'on voit, il y a des aspects très autobiographiques, quelque chose qui touche au sentimental. Par exemple, Camus, c'est ses œuvres romanesques avec Maria. C'est la Saint-Valentin bientôt. Moi, c'est mes textes préférés. Allez, le côté romantisme, ces touches de poésie. Mais comment vous faites en tant que metteur en scène pour travailler cet écrit, ce côté vivant, ce côté autobiographique, et vous laissez peut-être toute cette liberté-là? Oh, il y a beaucoup de questions là. Oui, déjà la proximité avec Catherine Camus est intervenue au moment où elle m'a donné les droits pour monter Caligula. Moi,
c'était une œuvre dont je rêvais tellement que j'ai été touché. Donc je me suis dit, je vais faire le voyage à Lourmarin pour la remercier. Et puis on est devenu, comme on dit en québécois, on est tombé en amitié, ça. Et donc on est devenus amis après. Non, après, pour répondre précisément à votre question, il y a une résonance forcément personnelle. Chacun a son Camus, chacun transporte son Camus. En fait, si vous parlez de l'étranger, ou je sais pas, ou de la peste, ou du premier homme avec tel ou tel, personne n'a lu le même livre. Il a ce talent, comme disait Richard, de faire résonner extrêmement personnellement plein de choses en soi. Mais j'ai rarement rencontré, j'ai tellement fréquenté Camus que c'est devenu un ami invisible comme les enfants ont un ami imaginaire. Mais vraiment, et j'ai une espèce de dialogue constant avec ce qu'il a mis dans son écriture. J'ai l'impression que il y a des auteurs qui sont impersonnels. On dit, il écrit très bien, il peut éventuellement me toucher, mais je ne sais pas qui c'est. Camus, il n'y a pas une phrase où je ne l'aperçois pas juste derrière. Et ça me bouleverse. Dans ce sens-là, il est d'ailleurs extrêmement cinématographique parce que c'est pour moi vraiment par ce biais-là que je suis entré dans l'intimité de Camus. Tu venais de dire chacun a son propre Camus. Oui. Et ce qui est très important dans le jeu, par exemple, de l'acteur au cinéma, plutôt que de remplir tout l'écran, il faut proposer un écran de projection pour le spectateur, pour que le spectateur puisse se projeter. Oui. Il faut que le spectateur ait de la place de se projeter avec ses propres angoisses, ses propres joies, ses interrogations. Si vous remplissez tout, vous ne lui laissez pas la place. Et dans ce sens-là, Camus est extrêmement fort parce que c'est tellement personnel, c'est tellement lié à lui. Il n'essaye pas de dire la souffrance des autres, il dit la sienne. Et ça laisse la place aux autres de s'identifier par-ci, par-là, avec leur propre, de s'identifier ou de solidariser. Très souvent arrive quelque chose dans ce texte, je me dis, j'ai vécu ça, sous une autre forme, mais ça je connais. Je connais l'amour qui fait mal par rapport à ma mère. Je reconnais à quel point c'est insupportable la famille. Je reconnais la sensation que sans famille, je suis perdu. Je vois à quel point c'est difficile l'amour entre un homme et une femme, l'attraction sexuelle, c'est inexplicable, mais j'en meurs. Mais en même viscéral. Temps, je fais tout, jamais j'y arrive. J'arrive pas à avoir... On rêve tous d'avoir une vie avec un couple qui a un mariage de 80 ans et on est encore hyper amoureux de sa femme. Personne n'y arrive. Et lui, il dit ça juste de son point de vue-là, de son point de vue à lui. Et ça, c'est quelque chose qui vous invite... Je veux dire, il n'a pas de jugement sur les êtres humains. C'est ça, en fait. Oui. Il n'y a pas un... C'est quelque chose nazes, qui est très vrai. Moi, je suis mieux C'est que vrai. toi. Jamais dans Camus, vous aurez un endroit où il dit « ça, c'est un naze et moi, je suis mieux que lui ». Jamais Camus dit ça. Il y a une phrase de Camus qui est très belle, il dit « Il y a toujours plus à admirer chez l'homme qu'à mépriser ». Ah, ben voilà. Voilà. On vous laisse réfléchir sur ça. Et vous, alors, Prenez ça. quel est votre Camus, peut-être en image? Pardon, Alger. Enfin, je suis fait pour le bonheur. La maison devant le monde n'est pas une maison où l'on s'amuse, mais une maison où l'on est heureux. Tu fais la joie de mes yeux et tu ne sais pas ce que cette joie peut avoir de place en mon cœur. Il est parti le lendemain. Bernard, Oui, êtes-vous capable d'avoir du mépris pour un homme? je crois. Il me faut maintenant m'enfoncer dans la mer chaude. J'avance plus vite et bientôt je me trouve loin des côtes, seul au cœur de la nuit. À ce moment, j'entre dans un courant glacé et je suis obligé de m'arrêter. Quand je me réveille, la journée est déjà avancée. Patrice est malade? Oui. C'est grave? Non. Quand j'étais enfant, ma mère me disait que c'était les âmes des morts
qui montait au paradis. Je suis émerveillé d'avoir une âme rouge. À voir au Théâtre de Maran les 14 et 15 février. Courez-y, il y a encore des places qui sont disponibles. D'ailleurs, la production Seven-Art vous offre des billets. Vous pouvez les contacter. Les premiers seront servis. contact@seven-art.ch. On vous mettra l'adresse juste ici. 5 fois 2 billets par jour, le 14 ou le 15 février. Une manière de célébrer peut-être la Saint-Valentin à la maison ou pas. Et tout ça, c'est offert par la production Seven-Art qui est juste ici. Je vous montre à l'image puisque le producteur est là avec nous également en plateau. Bonjour. Voilà, ça c'est pour les coulisses de l'émission. Messieurs, on était ravis de vous avoir. Richard, Stéphane, merci beaucoup d'avoir été sur nos plateaux. Et puis on se retrouve du coup au Théâtre de Maran. Avec grand plaisir. Le rendez-vous est pris à la maison. D'autres dates à ne pas manquer pour ce week-end et pour la suite des festivals dans la région. C'est parti pour les bons plans. Dans les bons plans de cette semaine, un gros coup de cœur pour moi, la pièce La mort heureuse d'Albert Camus, à voir pour la première fois sur scène et une adaptation au Théâtre de Maran les 14 et 15 février. Pourquoi c'est une pièce à pas rater ? Eh bien parce que sur scène, il y aura Richard Samel, le comédien fétiche de Quentin Tarantino. Rien que ça. À la mise en scène, Stéphane Olivier Bisson qui entretient une relation étroite avec la fille d'Albert Camus, Catherine Camus, qui lui a légué toute l'œuvre de l'écrivain. Une adaptation sublime et notamment très libre. Vous avez des pièces à gagner. La production Seven-Art vous offre 5 fois 2 billets par jour le 14 ou 15 février. Je vous laisse profiter de quelques images. Après, je suis rentré chez moi et j'ai dormi toute une après-midi. La voûte est parfaitement obscure. C'est le vieux cimetière juif de Prague. On change d'ambiance et on fait la fête avec les festivals. Cap sur la 15e édition du festival Les Hivernales qui aura lieu du 20 au 20 février à Nyon sous son format originel. À Nyon, plusieurs lieux, la salle communale, l'usine à gaz, la parenthèse, le fiche, le décor penché, le dôme, le cactus Jack. Et puis à Gland, rendez-vous au Backstage Pub. L'affiche est juste ici. Alios, le groupe nyonnais ouvrira les festivités le jeudi 20 février. D'ailleurs, ils seront sur notre plateau mercredi pour ouvrir ces festivités. Petit moment exclusif en images et en musique sur notre plateau. On les écoute. Mes traces disparaissent à mesure que je laisse les mots venir. Oh, comment décrire ce qui sonnera dans la bouche de celui qui sera ma bouche sans retouche. Sans retouche, je vois le train passer. Et qu'importe le flux de mes idées, je touche le bord de mer avant de déraper. J'envoie. Ne ratez pas l'émission à voir donc mercredi prochain dans Fais voir ta région. Du côté du Pop Rock Festival de J, rendez-vous les 22, 23 et 24 mai. Cap sur une 14e édition éblouissante aussi. L'affiche est là, mais avis aux jeunes musiciens. Le Pop Rock lance son traditionnel concours des jeunes talents. C'est le président du festival, Gianni, qui vous donne toutes les consignes. On l'écoute. Pop rocker, salut! De temps en temps, je fais un message comme ça, mais aujourd'hui, il est dédicacé tout spécialement à nos jeunes musiciens suisses, nos talents suisses, la scène des jeunes suisses. Notre concours du Pop Rock Festival a démarré. On a déjà des inscriptions, mais si tu veux vivre une super aventure, alors inscris-toi sur poprockfestival.ch. Il y aura toutes les instructions sous la rubrique concours. Et cette année, vous verrez des grandes surprises. Alors, le gagnant du Pop Rock Festival jouera en avant-première comme de Eagle Eye Cherry, c'est pas rien. Ensuite, on vous promet de belles choses pour les gagnants aussi. On vous fera passer sur des radios, mais aussi on vous promet des scènes. Moi, je veux juste vous dire une chose, j'ai fait pas mal de musique dans ma vie, j'aurais adoré avoir ça. Donc, si t'es intéressé, inscris-toi vite, on a déjà pas mal d'inscriptions, mais là, c'est le moment, tu as jusqu'au 31 mars 2025 pour t'inscrire. Après, les inscriptions seront finies. Va vite sur le site du poprockfestival.ch, rubrique concours. On a fait ça tout spécialement pour toi.
Merci Gianni, Monsieur le Président. Ensuite, le Caribana qui nous donne des nouvelles et qui continue de dévoiler les noms de sa prochaine édition qui aura lieu du 4 au 7 juin. Aux côtés des célèbres de Prodigy, R ou alors Kunks, d'autres artistes animeront le bord du lac de Cran. Yodelis et Dali qui se produiront jeudi, suivis par Wallace Cleaver. La lausannoise Mary J rejoint la programmation du samedi. La dernière a d'ailleurs été élue révélation musicale romande de l'année 2024 aux Tataki Awards. La programmation de la scène de la plage ainsi que plusieurs nouveautés seront dévoilées prochainement. On se réjouit d'avoir de ces nouvelles du festival Caribana qui avait connu l'année dernière une année de transition. Voilà, on se réjouit aussi de l'été, pas vous ? Moi, beaucoup. Allez, profitez de ce week-end, on se retrouve à partir de lundi. Ciao, ciao.